que, eh bien, on pouvait finalement breveter le vivant. Ah, ils ont dit il ne faudrait pas que ça soit un précédent, il ne faudrait pas que ça crée un précédent. Mais l'après-midi même, une société qui s'appelait Gentech, qui vendait des brevets sur des gènes, a dit eh bien écoutez, moi mes actions ont été multipliées par 15, la Cour suprême a assuré l'avenir technologique de notre pays, et c'est formidable. En fait, on comprend entre les années 80 et 90 l'intérêt de breveter l'alimentation du monde et de laisser Bill Gates à la chaussette. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, comme il n'y a que 4 plantes qui dominent le monde, on va le voir, eh bien si on arrive à avoir les brevets sur ces 4 plantes, on va toucher des royalties directement, indirectement ou indirectement dès qu'il y a quelqu'un qui mange sur la planète. Et dans les pays riches comme dans les pays pauvres, comme finalement on mange avant de se soigner, de s'habiller ou de communiquer ou même de faire toute autre chose, eh bien on va évidemment avoir un commerce énorme. C'est le logiciel du vivant et de l'alimentation, et en plus on aura l'arme de la faim dans le monde. Et en plus, si cela se passe, les OGM vont devenir l'arme qui va créer la famine dans le monde. Pourquoi ? Parce que des semences sous brevet, c'est comme les médicaments sous brevet, on ne peut plus y avoir accès dans les pays pauvres. Et donc les semences dans les pays pauvres, on ne pourra plus y avoir accès non plus. Donc c'est très grave de mettre les plantes sous brevet. Or les OGM le permettent, et la législation le permet dans tous nos pays riches. Voyez-vous, il y a 30 000 espèces comestibles, 7 000 cultivées seulement. 30 qui fournissent 95% de notre énergie. Or 15 à 20, allez, les 15 à 20, vous les trouvez, vous faites la liste de toutes les plantes que vous avez mangées ou qu'ont mangé les animaux que vous avez mangés dans le mois dernier, et vous trouvez ces 15 à 20 plantes. Mais 4 seulement, font plus de 60% d'énergie alimentaire mondiale. Le blé, le riz, le soja et le maïs. Vous avez repris tout à l'heure ce qui était OGM dans le monde, le soja et le maïs arrivaient en tête, en grande tête. Eh bien, le blé et le riz sont les OGM qui tapent à la porte. Les OGM et voilà pourquoi, depuis 10 ans, les producteurs d'OGM ne s'intéressent qu'au soja, au maïs, au coton, un peu parce que ça vend des textiles, au canola, un peu parce que l'huile, mais surtout au soja, au maïs et demain au riz et au blé. Parce que c'est ces espèces-là qui feront la richesse des entreprises qui arrivent à breveter le vivant. Donc la boucle est bouclée, et si on comprend cet enjeu financier, on comprend aussi la pression économique, et maintenant vous allez comprendre pourquoi c'est lié au risque sanitaire. Et tout est très lié. D'abord, je voudrais vous dire, est-ce que les OGM sont écologiques ? Parce que c'est un des arguments. Une plante produisant ou tolérant des pesticides ne peut pas être écologique. Tout simplement parce que ce sont des produits faits pour être toxiques pour un niveau de l'écosystème. Et les cultures d'OGM, si on veut se débarrasser des pesticides, il y a une agriculture qui sait le faire, c'est l'agriculture biologique. Mettons-la de quelques pourcents, qu'elle est à 10%, 15% de l'agriculture. Et vous allez voir que vous allez réduire les pesticides bien plus qu'avec tous les OGM, puisque les pesticides, ils augmentent, le Roundup, il augmente son utilisation avec les cultures d'OGM. Alors, l'évaluation sanitaire. En fait, beaucoup de gens disent, écoutez, il n'y a pas de problème avec les OGM, les Américains n'en sont pas morts, on va voir que le problème, c'est qu'on ne sait pas s'ils en ont mangé, qui en a mangé, qui est malade de quoi, etc. Et puis, la vraie question scientifique, c'est pas est-ce que les OGM sont dangereux ou pas, comment voulez-vous qu'on réponde, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le savoir ? C'est ça la question d'un scientifique. Qu'est-ce qu'on fait pour le savoir si c'est dangereux ou pas ? Alors nous, on va essayer de répondre à cette question. Et après, vous ferez votre opinion. Alors nous, on a posé cette question en Europe, et on a dit, on va faire un congrès international pour la poser. Qu'est-ce qu'on fait pour le savoir ? Et donc on a dit, écoutez, bon, il y a la théorie, d'accord, vous avez votre analyse de gènes, vos expériences in vitro, ok, mais vous ne les considérez pas pour les pesticides, on ne va pas les considérer pour les gènes. Ce qu'on veut, c'est quand vous avez nourri des individus
quel qu'il soit, avec des OGM et que c'est identifiable dans la nourriture, on veut leurs analyses de sang et leurs analyses d'organes. Sortez-nous les expériences que vous avez faites les plus longues avec des animaux, parce qu'on n'a pas fait d'expérience sur les humains, avec des animaux ayant mangé des OGM sous contrôle et avec des analyses de sang et des analyses d'organes. Sortez-nous les expériences les plus longues. 54 références sont sorties. Fin 2000, 31 des résumés, des sites web, des comptes rendus de colloques pas disponibles, 2 sous presse, 21 dans des revues de lecture. Là bon, on va prendre ces 21 et puis comme on est renseigné, on va prendre toutes les études. On a fait le bilan. Il y avait 7 études chez le rat qui duraient 28 jours, 9 chez le poulet qui ne dépassaient pas 42 jours, 4 chez le porc, 2 sur les vaches avec le maïs abandonné. On a dit wow. C'est avec ça qu'on voulait nous convaincre. Essayez de faire mieux. Alors Monsanto a dit je vais faire mieux. Je vais vous donner dans quelques temps des études à 3 mois. Des études où, allez, je vais vous en faire une sur les rats, pas sur autre chose. Normalement, avec les pesticides et les médicaments, on fait des études sur 3 mammifères pendant 3 mois, un mammifère 1 an, et le rat 2 ans parce que c'est la vie entière, c'est l'espérance vie entière. Donc on fait pourquoi un animal? Parce que ça coûterait trop cher d'en faire plus. Donc, ils nous ont sorti les études. Et alors là, quand les études sont sorties, il y avait des effets. Il y avait des effets, mais on ne pouvait pas en parler parce que c'était secret confidentiel du gouvernement, d'État, de ce que vous voulez, de l'entreprise. Mais ces effets sont jugés sans signification. Alors, comme on n'était pas d'accord dans la commission, on a dit on va attaquer le gouvernement pour qu'il donne ses résultats, pour qu'il le dise, parce que c'était confidentiel. Il a fallu gagner que Greenpeace demande au gouvernement allemand les résultats. Monsanto a dit non et a été en cours. Et puis il a perdu. La société a perdu. Et puis il a été en cours d'appel. Pour éviter de donner des analyses de sang des rats qui avaient mangé des OGM pendant 3 mois, alors que le monde entier se pose la question sur leurs effets sur la santé. On est dans un monde où une compagnie va en cours d'appel pour éviter de donner les analyses de sang des rats qui avaient mangé des OGM pendant 3 mois. La compagnie a perdu, heureusement. Pourquoi? Parce qu'on a une loi en Europe qui dit que les effets à moyen et long terme des OGM doivent être rendus publics. Faites vite la même loi au Québec, je vous en prie. Pour les OGM et les pesticides. Vous apprendrez des choses. Et donc, on a lu les données. C'était pour un maïs Mont 863. Alors, entre-temps, une chercheuse, Manuela Malatesta, qui avait juste des crédits pour faire de la microscopie électronique parce que c'était son job, elle a regardé, elle a donné du soja au Roundup à des animaux et elle a regardé au microscope leurs organes. Et elle a vu des dérèglements dans les noyaux du foie, dans les noyaux du pancréas, dans les noyaux du testicule, exactement comme nous on avait vu quand on avait traité ces cellules avec le Roundup. Donc on s'est dit, peut-être, d'ailleurs elle avait fait l'hypothèse dans son de sa publication, et tout ça est dans des publications internationales aujourd'hui, peut-être c'est du Roundup. Vous vous rendez compte qu'on a les effets du Roundup sur les cellules et les effets du maïs au Roundup, du soja au Roundup, pardon, là, sur les animaux qui sont comparables. Alors pourquoi pas faire l'hypothèse que ça rend malade? Et pour le maïs en 1863, ce qu'on avait fait ressortir, que Monsanto admettait, c'est qu'il y avait une augmentation des globules blancs, une baisse des globules rouges chez les femelles. Évidemment, les effets, comme tous les effets hormonaux, sont différents chez les mâles et chez les femelles. Tant qu'on ne les aura pas homogénéisés par le DDT, vous savez, ce sera différent, un mâle et une femelle. Et augmentation de la glycémie chez les femelles, donc du taux de sucre, fréquence plus élevée d'anomalies dans les reins chez les mâles. Et donc on a dit on veut ces études. Et on les a réanalysées à la lumière des statistiques quand elles ont été rendues publiques. Parce que Monsanto n'avait pas fait ce qu'on appelle des statistiques. Ils avaient, par exemple, pas étudié les différences d'évolution des poids des rats, les différences statistiques entre les courbes de poids des rats.
Alors on a fait